Alors, comme promis, nous allons maintenant aborder les deux postulats suivants dans notre liste des postulats de la mécanique quantique. Et nous allons parler maintenant des observables quantiques. En fait, comme Leonard Susskind pourra vous le confirmer dans cette vidéo, les listes de postulats comme celle-ci sont un peu artificielles. En effet, ce ne sont pas des postulats au sens habituel du terme. Et ils ne sont pas vraiment indépendants les uns des autres. C'est bien pour ça d'ailleurs que quand on a étudié longuement le principe de superposition, on est allé au-delà du seul concept de ce que peut être un vecteur dans un espace de Hilbert. On a par exemple déjà calculé des probabilités et aussi on a déjà parlé d'observation et de mesure. En fait, les listes de postulats comme celle-ci ne sont en réalité qu'une manière pédagogique de présenter un concept général très abstrait, dans lequel tout se tient et qui repose principalement sur les règles mathématiques de ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Alors, presque tous les cours de mécanique quantique sont destinés à des étudiants qui ont déjà une très bonne connaissance générale de l'algèbre linéaire, ce qui n'est évidemment pas le cas en général d'amateurs comme nous. Et ces étudiants, ils savent déjà depuis longtemps en particulier ce qu'est un vecteur propre et une valeur propre. Et donc ce genre de phrase devrait, au moins en théorie, leur parler immédiatement, alors que nous, bien sûr, ça va nous demander encore un petit effort. Alors voici ce que nous allons faire. Dans cette vidéo-ci, nous allons commencer à comprendre, dans les grandes lignes, ce qu'est une observable quantique, en nous limitant à l'expérience que nous connaissons maintenant très bien. Nous commencerons aussi à essayer de regarder un petit peu plus loin, mais ça ne sera pour le moment que d'une manière un petit peu superficielle, qualitative et intuitive. Et puis on reviendra plus en détail sur tout ceci dans une autre vidéo, dans une autre saison, quand on en saura un peu plus sur cette propriété quantique qu'on appelle le spin. Commençons par définir ce que nous allons appeler en physique une observable. Pour répondre à cette question, je ne vais rien inventer, je vais reprendre la définition de Leonard Susskind. Il nous dit que les observables sont les choses que l'on mesure, et il ajoute on devrait les appeler en fait des mesurables. Heisenberg, celui qui a inventé le concept, parlait, lui, de quantité observable. Mais pourquoi inventer ce nouveau concept? Eh bien tout simplement parce qu'en physique classique, on pouvait se permettre de confondre la chose qu'on mesure, qu'on appelle d'ailleurs en physique classique la grandeur physique, avec sa valeur. Par exemple, pour une bille, si je mesure la grandeur physique qui s'appellerait la position dans le repère d'Alice, je vais obtenir un certain nombre qui se rapportera à la règle d'Alice. Si la bille est dans l'état où elle se retrouve à la position 1,2, comme ici, alors la valeur obtenue sera 1,2, tout simplement. Une fois que je dispose de l'état de la bille, exprimé dans le repère d'Alice, je n'ai aucun calcul particulier à faire pour trouver le nombre que va afficher mon appareil de mesure, à condition bien sûr qu'il soit correctement calibré. Mais en mécanique quantique, comme on le sait maintenant, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Notre particule quantique n'a plus en général une seule position, mais une combinaison de plusieurs positions possibles, comme ici, avec des amplitudes de probabilité différentes. On a donc besoin d'un nouveau mot, le mot observable, pour bien signifier qu'il ne s'agit plus d'une grandeur physique comme autrefois. Et surtout, on va avoir besoin d'un nouvel outil mathématique afin d'être capable, si on nous donne l'état d'une particule, de calculer quelles sont les différentes mesures possibles, quelle probabilité on a de les trouver, et dans quelle région nous avons le plus de chances de trouver notre particule.
Le nouvel outil mathématique dont on va avoir besoin devra correspondre à la quantité qu'on souhaite mesurer, d'où le nom de principe de correspondance. Cet outil est un opérateur mathématique qui va dépendre de deux choses. Il dépendra en partie des unités de mesure que choisira Alice, mais il dépendra aussi de la manière dont elle va poser sa règle. C'est ce qu'on appelle le référentiel de mesure. Si Bob utilise une règle graduée en pouces et qu'il la décale un peu par rapport à celle d'Alice, bien sûr, ses résultats seront différents, et du coup, son opérateur devra être différent aussi. Mais l'opérateur dépendra aussi en grande partie du phénomène physique qu'on mesure. Si les probabilités de trouver la particule sont concentrées à un certain endroit pour Alice, elles le seront aussi pour Bob. Et l'opérateur mathématique de Bob, comme celui d'Alice, devront en rendre compte. L'observable et l'opérateur qui lui correspond sont donc, si on veut être rigoureux, deux choses différentes, même si, dans le langage courant, on mélange souvent les mots. Cet objet mathématique qui est l'opérateur est extrêmement utile. Il permet de prévoir, autant que c'est possible, le comportement des systèmes quantiques. Prenons un autre exemple. Ici, l'observateur aura 90% de chances de mesurer, pour cette particule, une vitesse qui sera comprise entre 3 mètres secondes et 5 mètres par seconde. C'est l'opérateur qui correspond à l'observable vitesse qui va nous permettre de le calculer. Et même chose pour l'opérateur de position, qui nous permettra de calculer qu'on a 20% de chances de mesurer, pour la même particule, une position entre 1 mètre et 2 mètres à droite du zéro de la règle du laboratoire. L'opérateur qui correspond à la vitesse nous permettra aussi de calculer que le résultat de la mesure de la vitesse se situera aux alentours de 4 mètres par seconde. Et celui qui correspond à la position nous permettra de calculer que la position est aux alentours du point zéro. Mais à quoi ça ressemble concrètement un opérateur? Eh bien, ça va dépendre de la manière dont on exprime l'état quantique. Si on exprime l'état quantique sous la forme d'un vecteur, comme ceci, alors l'opérateur aura la forme d'une matrice, comme ceci. Si on représente l'état quantique comme ceci maintenant, c'est-à-dire sous la forme d'une fonction d'onde, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien, dans ce cas, l'opérateur aura aussi une forme plus compliquée. Ce sera un opérateur de ce genre. Celui-ci correspond à l'énergie de la particule. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais fondamentalement, ces deux méthodes ne sont en fait que deux manières différentes de faire la même chose, les mêmes calculs. Et pour cette première approche, on va se contenter de celle qui est la plus simple. Pour notre système à deux états possibles, l'opérateur sera donc une matrice carrée de 4 nombres, comme ici. Et on comprend maintenant ce que signifie cette phrase, ce qui nous permet de nous occuper du postulat suivant, en nous appuyant sur le système quantique que nous connaissons le mieux. Voici donc l'opérateur qui correspond à notre observable droite ou gauche. C'est un opérateur très simple, probablement le plus simple de tous. Et c'est aussi le plus ennuyeux de tous. Ou plus exactement, c'est le deuxième plus ennuyeux de tous, parce qu'il y en a un seul, qui est encore plus ennuyeux que lui. C'est celui qui ne fait rien du tout et qu'on appelle l'opérateur identité. Notre opérateur ennuyeux a malgré tout un nom. C'est l'une des 3 matrices de Pauli. Mais qu'est-ce que c'est un opérateur? On peut le voir comme une machine. On fait rentrer dedans un vecteur et il en ressort un autre vecteur. Regardons de plus près comment ça marche. En fait, on l'a déjà vu un peu dans cette vidéo, mais une petite piqûre de rappel ne nous fera pas de mal. Pour commencer, on va faire rentrer ce vecteur d'état dans notre opérateur. Nous le connaissons bien maintenant, et nous savons que nous pouvons aussi le représenter graphiquement de cette manière,
et aussi sous la forme d'un vecteur colonne de cette manière. Regardons comment notre opérateur va transformer ce vecteur maintenant. Disposons-les de cette manière pour mieux visualiser les choses. 1 fois racine de 1,5 plus 0 fois racine de 1,5, ça fait racine de 1,5. Et 0 fois racine de 1,5 moins 1 fois racine de 1,5, ça donne moins racine de 1,5. Le vecteur qui ressort de notre machine opérateur est donc celui-ci, exprimé sous la forme d'un vecteur colonne et sous forme géométrique. Pour bien nous rafraîchir la mémoire, essayons maintenant avec un autre vecteur. 1 fois racine de 1 tiers plus 0 fois racine de 2 tiers, ça donne racine de 1 tiers. Et 0 fois racine de 1 tiers moins racine de 2 tiers, ça donne moins racine de 2 tiers. De nouveau, le vecteur qui ressort de notre machine opérateur est donc celui-ci, exprimé sous la forme d'un vecteur colonne et sous forme géométrique. Plus généralement, notre opérateur ennuyeux a pour effet de renverser la coordonnée verticale et donc de retourner le vecteur, par symétrie, par rapport à l'axe horizontal. Mais bon, si on veut être tout à fait rigoureux, il ne faudrait quand même pas oublier que les coefficients de nos vecteurs d'état sont des nombres complexes. Ce qui fait que notre opérateur ennuyeux a peut-être un effet quand même un petit peu plus subtil que ça, finalement. Je vous laisse le plaisir d'y réfléchir de votre côté. Mais bon, pour notre étude d'aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose à l'essentiel, qui est que notre opérateur modifie nos vecteurs d'état par une opération de symétrie. Et cette symétrie fait apparaître deux vecteurs propres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des vecteurs propres en algèbre linéaire? Eh bien, voici la réponse en animation. Elle sera très importante, cette réponse, dans la suite de notre étude de la mécanique quantique. Un vecteur propre d'un opérateur donné, c'est un vecteur dont l'orientation n'est pas modifiée par cet opérateur. C'est le cas de ce vecteur-ci, qui ne change pas du tout, ce qui fait que son orientation reste la même, c'est assez évident. Mais c'est aussi le cas de ce vecteur-ci, qui est renversé, mais qui reste aligné sur son orientation d'origine. En langage plus mathématique, on dira que sa direction n'a pas changé, même si son sens a été inversé. Au contraire, d'autres vecteurs, comme tous ceux qui sont ici, voient leur direction modifiée après leur passage dans l'opérateur. Ce ne sont donc pas des vecteurs propres de cet opérateur. D'une manière algébrique, nous pouvons transcrire tout ceci par cette formule que j'emprunte au cours de Leonard Susskind. Susskind utilise la lettre M majuscule, M comme matrice, pour désigner un certain opérateur. Cet opérateur agit sur le vecteur I, qui est un des vecteurs propres de cet opérateur. Et le résultat sera le même vecteur I, multiplié par un nombre qu'il appelle lambda indice I. Autrement dit, dans le cas des vecteurs propres, le vecteur résultat n'a pas changé de direction. Suivant la valeur du nombre lambda i, sa longueur aura peut-être augmenté ou diminué, ou le sens aura peut-être été inversé si le nombre est négatif, mais l'axe, la direction, l'alignement n'aura pas changé. Et ceci est donc la définition de ce qu'est un vecteur propre. Si la formule est vérifiée, alors le vecteur i est bien un des vecteurs propres de la matrice. Et le nombre lambda i est la valeur propre associée à ce vecteur propre. Alors on va s'arrêter là pour le moment. Bien sûr, il y aurait énormément d'autres choses à en dire. Si vous souhaitez apprendre à mieux maîtriser tout ça, je vais donner dans la description de cette vidéo différents liens pour approfondir ce sujet et vous exercer afin de mieux le comprendre. Mais en ce qui nous concerne, on va maintenant passer à l'application de ce qu'on a appris. Regardons maintenant comment tout ça va s'articuler dans le cas particulier de notre système hyper simple.
Un appareil de mesure doit donner un nombre et pas un long discours. Dans notre cas, on va convenir que l'appareil affichera le nombre 1 pour dire que le photon est détecté à gauche et moins 1 s'il est détecté à droite. Alors bien sûr, on aurait pu choisir d'autres valeurs, de la même manière qu'on peut choisir de mesurer les vitesses en mètres par seconde ou bien en kilomètres/heure. Mais cette manière de faire est la plus habituelle dans notre cas, et on a choisi l'opérateur qui correspond justement à cette manière de mesurer les choses. Voyons ce que ça va donner au niveau des calculs. Il y a deux états bien définis possibles, qu'on connaît maintenant par cœur, gauche ou droite. Si notre photon est dans l'état bien défini gauche, son état s'écrira ainsi. Si on le passe dans notre opérateur, il ne change pas du tout, ni en intensité, ni en direction, ni même en sens. Je vous laisse le temps de le vérifier par le calcul. La valeur propre vaut bien 1, puisque le vecteur ne change pas. Alors on se résume. L'état gauche est un état bien défini du système. On vient de vérifier que le vecteur qui le représente est bien un des vecteurs propres de notre opérateur. La valeur propre qui correspond, c'est bien 1, et c'est justement la valeur qu'on voulait obtenir dans ce cas particulier. On a donc bien fabriqué notre opérateur jusqu'à présent. Si notre photon est à droite maintenant, son état s'écrit de cette manière. Si on le passe dans notre opérateur, il ne change pas de direction, mais il change de sens, comme on l'a vu tout à l'heure. La valeur propre vaut donc moins 1. On se résume de nouveau. L'état décrit par le vecteur colonne 0, 1 est bien l'autre état observable du système. Le vecteur colonne 0, 1 est bien l'autre vecteur propre de notre opérateur. La valeur propre qui correspond, c'est bien moins 1. Et c'est bien ce qu'on voulait que notre appareil de mesure affiche dans ce genre de cas. On a donc un bon opérateur, bien calibré. Est-ce que c'est tout ? Non, mais c'est en tout cas déjà ce que dit ce postulat, et c'est déjà pas mal. Mais bien sûr, on n'a pas fait toutes ces mathématiques uniquement pour représenter des évidences pareilles. Et les choses vont commencer à devenir un petit peu plus intéressantes en allant un peu plus loin. Il nous reste en effet à étudier un peu cette question des bases. Pour ça, nous allons prendre une observable quantique à deux états un tout petit peu plus complexe que celle dont on a désormais l'habitude, à savoir l'observable du spin d'une particule. On étudiera le spin des particules de manière plus approfondie dans une autre série de vidéos. Mais si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le sujet dès à présent, j'ai réalisé il y a quelque temps une autre playlist qui parle déjà un peu de tout ça. Pour le moment, on va se contenter du fait qu'il n'y a que deux états possibles pour le spin d'une particule. Ce ne sont plus gauche et droite, mais up et down, qui signifie bien sûr haut et bas. Je garde le D, mais maintenant il va signifier down dans mon équation. Et je remplace le G par un U qui va signifier, vous l'avez deviné, up. La différence avec notre expérience précédente, c'est la question de savoir up ou down, autrement dit haut ou bas, par rapport à quoi ? En effet, haut et bas, ce sont ici des conventions arbitraires. Alice pourrait très bien faire ses mesures dans la station spatiale, où il n'y a plus de haut ni de bas. Ça ne changerait pas les résultats. Il faut donc comprendre haut et bas par rapport à l'orientation de l'appareil de mesure d'Alice. Bob, lui, pourrait aussi se retrouver dans la station spatiale avec son propre appareil de mesure et mesurer la particule en penchant un peu son appareil, comme ceci. Son orientation up à lui n'est plus le up d'Alice. Je l'appelle maintenant U'. Et pareil pour l'état opposé que j'appelle maintenant D'. L'observable d'Alice est toujours représenté par notre même opérateur ennuyeux. Alors soyons sympas avec lui, on va lui rendre son nom officiel, sigma z, c'est ainsi qu'on l'appelle d'habitude, on l'a entreaperçu tout à l'heure. Ça signifie que notre système fonctionne avec la même logique que notre système précédent.
Les valeurs propres de cet opérateur sont toujours 1 et -1. Ce qui signifie que l'appareil de mesure affichera toujours ou bien 1 ou bien -1. Pour bien fixer nos idées, je vais maintenant répéter exactement les mêmes explications que tout à l'heure. On va juste aller un petit peu plus vite. Si l'état quantique est up, il sera représenté par ce vecteur d'état, qui correspond toujours à l'un des états de base de notre système. La formule qui permet de reconnaître les vecteurs propres est vérifiée. La première valeur propre de l'opérateur sigma z est toujours 1. C'est celle qui est associée au vecteur d'état 1, 0, qui représente ici l'état quantique up. Notre appareil de mesure affichera donc le nombre 1, et ceci avec une probabilité de 1, c'est-à-dire dans 100% des cas. Si l'état quantique est down maintenant, l'état quantique sera représenté par ce vecteur d'état, qui correspond à l'autre état de base de notre système. L'opérateur change le sens de ce vecteur qu'on lui a fourni en entrée. En d'autres termes, il multiplie le vecteur par le nombre -1, qui est l'autre valeur propre de l'opérateur sigma z. C'est celle qui est associée au vecteur d'état 0, 1, qui représente ici l'état quantique down. Notre appareil de mesure affichera donc le nombre -1, et ceci toujours dans 100% des cas. Jusqu'ici, rien de nouveau par rapport à tout à l'heure, c'est toujours pas très intéressant. Mais regardons ce qui se passe maintenant dans le cas d'un état combiné. Le vecteur qui ressortira de l'opérateur aura une orientation différente de celle qu'il avait au départ. On n'est donc plus dans la situation d'un vecteur propre de l'opérateur. Il n'existe aucun nombre qui permette d'obtenir le vecteur résultat simplement en multipliant le vecteur d'entrée par un nombre. Autrement dit, il n'y a pas de valeur propre qui corresponde à ce vecteur d'entrée. Alors, est-ce que ça veut dire que notre appareil de mesure n'affichera aucun résultat ou qu'il affichera un autre résultat? Bien sûr que non. Ça veut dire que l'appareil affichera aléatoirement l'un des deux résultats, +1 ou -1, avec les probabilités qui correspondent au carré de ces coefficients. Mais imaginons que ce soit Bob qui fasse la mesure maintenant, avec un appareil un petit peu penché. Qu'est-ce qui va se passer? Son équation à lui devra s'écrire différemment en fonction des états de base up et down de son référentiel à lui. Encore une fois, les up et down de Bob ne sont pas les mêmes que ceux d'Alice, puisque leurs appareils n'ont pas la même orientation. Les probabilités qu'ils vont obtenir ne seront donc pas les mêmes non plus. Et l'observable de Bob devra s'écrire d'une manière différente, tout en conservant les mêmes valeurs propres, puisque l'appareil de Bob continuera de n'afficher que des -1 et des +1, bien qu'avec des probabilités différentes. Alors, on étudiera les détails mathématiques de tout ça plus tard, dans une autre vidéo, avec beaucoup d'exemples. Mais si vous maîtrisez un peu d'anglais, vous en savez maintenant assez pour étudier aussi ça en autodidacte, en compagnie de Leonard Susskind, dans cette série de vidéos. Les 3 premiers cours sont un approfondissement de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Et vous devriez maintenant avoir des bases suffisantes pour tout suivre. Pour ce qui nous concerne, plus modestement, nous pouvons maintenant comprendre, au moins en substance et dans les très grandes lignes, pourquoi on parlait dans cette phrase d'une base des états du système. Quand on change de référentiel, par exemple en penchant les appareils, les états de base qu'on utilise pour décrire le système changent, l'opérateur change aussi, et les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat dans nos mesures changent aussi puisqu'on a changé de référentiel. Avant de terminer cette vidéo, je vous ai promis qu'on jetterait un petit coup d'œil un peu plus loin, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et en fait, franchement, on va regarder vraiment beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit de l'introduction d'un cours de mécanique quantique qui a été donné aux élèves de 2e année de l'école polytechnique. En physique quantique, on s'occupe beaucoup de l'énergie que peuvent avoir certains systèmes physiques. Et cette énergie est notée ici E. Conformément au principe de correspondance,
À l'observable énergie correspond un certain opérateur qu'on appelle l'hamiltonien et qu'on écrit habituellement comme ceci, H majuscule avec un petit chapeau. Et comme vous le savez sans doute déjà, en mécanique quantique, très souvent, toutes les énergies ne sont pas possibles pour la particule. Elle pourra avoir certaines énergies et pas d'autres. Mais lesquelles? Eh bien, elle pourra avoir toutes les énergies qui vérifient cette formule, c'est-à-dire toutes celles qui sont des valeurs propres de cet opérateur. Mais il y a là une grosse différence avec notre exemple de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait fabriqué l'opérateur un peu comme on voulait. Dans le cas présent, c'est plus compliqué. On pourra encore décider nous-mêmes, par exemple, des unités avec lesquelles on veut mesurer les énergies. Mais c'est la logique mathématique interne de l'opérateur qui dira combien de niveaux d'énergie sont possibles et comment ils se répartissent. Vous savez maintenant pourquoi vous verrez cette formule écrite au début d'énormément de cours de mécanique quantique. Quand on veut savoir quelles sont les énergies possibles pour un système quantique donné, on commence par écrire cette équation. Les énergies possibles sont celles qui sont des solutions de cette équation. Alors, est-ce que cette équation est toujours vraie, puisque telle est la question qui a été posée aux élèves de Polytechnique? Si vous nous avez suivis jusqu'ici, vous devez vous douter que la bonne réponse est non. En effet, cette équation sera vraie uniquement pour les valeurs de E, qui sont des valeurs propres de l'opérateur H. Cette équation n'est donc pas toujours vraie. Il y a une infinité d'états qui sont physiquement acceptables, mais qui sont des superpositions, des combinaisons de plusieurs des états de base. Et dans le cas de ces combinaisons, de ces états superposés, de ces mélanges de plusieurs énergies, cette équation n'est pas vérifiée. Elle ne l'est que pour les valeurs du vecteur d'état psi qui sont des vecteurs propres de l'opérateur et qui correspondent aux états purs ou bien définis ou de base, c'est-à-dire aux énergies qu'on peut effectivement mesurer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, car vous avez peut-être les neurones qui commencent à chauffer un petit peu. Et il va nous falloir reprendre des forces pour notre prochaine vidéo, dans laquelle nous terminerons enfin notre étude en amateur des postulats de la mécanique quantique. À bientôt!